Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Politiquement Incorrect. Au sommaire de l'émission de ce soir, tout d'abord le réquisitoire avec une analyse des attentats de Ouagadougou au Burkina Faso. Puis nous ouvrirons notre débat sur l'orthographe. Faut-il modifier les règles apprises à l'école ? C'est la question qui agite les réseaux sociaux ces derniers jours puisque le ministère de l'Éducation nationale a décidé de lancer cette réforme pour la rentrée prochaine. On attend bien sûr vos témoignages et réactions sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Enfin, pour terminer notre coup de projecteur sur le monde des médias et de la culture, le thème ce soir, la culture et la télévision. Politiquement Incorrect numéro 112, on y est. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et voilà, nous sommes ensemble ce soir pour une nouvelle émission. Avec moi, Marc, Nelson, Baptiste, Olivia est aussi présente. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de ce soir. Bonsoir à toi Nico. Bonsoir Nico. Merci. On va vous entendre à différents moments, voilà, nos auditeurs commencent à le savoir, à différents moments de l'émission, notamment Baptiste plus sur la dernière partie, culture à la télévision. C'est peut-être un sujet qui l'intéressera davantage, mais je vous l'ai dit, nous allons commencer par la chronique de Marc, les attentats à Ouagadougou, au Burkina Faso, Marc, avec une attaque djihadiste qui a eu lieu donc dans cette ville. Finalement, est-ce que là, on n'aurait pas une expansion du djihadisme qui arrive, et est-ce que c'est un phénomène nouveau finalement en Afrique ? Deux petites. Voilà, et donc Marc, tu vas nous parler donc de ce sujet. Oui, un sujet assez intéressant dans la mesure où tu as posé la bonne question tout à l'heure, qui est de savoir si les phénomènes du djihad et du djihadisme en règle générale, dans la façon la plus large, est un phénomène nouveau, et en Afrique en tout cas, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que depuis très longtemps, et même déjà récemment au 19e siècle, il y a déjà eu des djihads. Il y en a eu 3 qui se sont déroulés dans à peu près la zone du Sahel, donc c'est cette zone qui va de tout l'ouest africain, donc la Mauritanie, qui va jusqu'à l'Érythrée. Donc c'est une bande, si vous voulez, qui fait la jonction entre le désert qu'est le Sahara et cette partie donc plutôt végétale qui est au sud du Sahara, qui est si vous voulez une végétation subdésertique et une végétation plutôt de l'herbe comme on appelle en Afrique. Donc c'est cette bande qui couvre toute la zone subsaharienne et qu'on appelle le Sahel, et qui donc je le répète va de la Mauritanie jusqu'à l'Érythrée. Donc je disais que cette zone du Sahel était entrecoupée au 19e siècle par 3 djihads. 3 djihads qui ont une résonance très importante parce qu'elle a conquis beaucoup de territoires. On parle souvent de Tombouctou. Tombouctou était à l'époque un territoire qui a été pris par un djihad. Alors les 3 djihads qu'on distingue en Afrique au 19e siècle, il y en a plusieurs. Déjà, vous avez celui de Sékou Amadou qui va lutter contre les Bambara, et qui est la première zone du djihad, justement, celui du djihad Omar, donc le El Djihad on l'appelle parce que c'est celui qui a fait le pèlerinage à la Mecque, on l'appelle comme ça. Donc El Djihad, c'est un titre honorifique pour les personnes qui ont fait le pèlerinage jusqu'à la Mecque. Donc vous avez celui-ci, donc le djihad d'Omar, qui va attaquer, si vous voulez, beaucoup de populations Bambara, et qui va se retrouver jusqu'à prendre Tombouctou, et justement le dernier qui va englober celui d'Ousmane Dan Fodio, qui va concerner le Nigeria et le Niger. Donc on est dans des parties plutôt que l'on retrouve aujourd'hui au Nigeria, qui sont les parties des Haoussa et des Peuls. Donc il y a déjà eu 3 djihads. Et que retenir de ces 3 djihads-là, justement ? Eh bien, c'est de ces 3 grands djihads-là au 19e siècle que sont issus les plus grands califats d'Afrique, celui de Sokoto notamment, celui de Sénégambie, et bien sûr celui d'Amdalaï, qui sont les 3 plus grands califats. Donc c'est pas un phénomène nouveau, c'est ça que je voulais dire. Et quel est le projet depuis le 19e siècle de ces djihads qui aujourd'hui sont d'une forme bien différente, mais en tout cas le but elle reste le même, c'est de récupérer cette Oumma, cette communauté de croyants musulmans, et qui a été cassée, cette Oumma, si vous voulez, par la création d'États nationaux issus de la colonisation. C'est-à-dire que sans États nationaux, avec ces États nationaux, la Oumma a été cassée par des frontières plus ou moins artificielles.
Et comme le rappelait, et le deuxième événement qui a créé le changement dans cette zone sahélienne, c'est le départ, plutôt l'assassinat du colonel Kadhafi. Parce que le colonel Kadhafi est issu, si vous voulez, d'une tribu de nomades chameliers qui donc était très en relation depuis des décennies et des siècles avec ces populations du nord du Sahara, qui est ces populations touareg, Maures et berbères. Et le colonel Kadhafi avait compris que les Touaregs en avaient assez, notamment au Mali, d'avoir affaire aux agriculteurs sédentaires politiquement. Et il va créer, le colonel Kadhafi, une alliance qui s'appelle la Ligue populaire et sociale des tribus du Grand Sahara, qui va consister, si vous voulez, à fédérer plus ou moins facilement les grandes diversités entre les tribus du Grand Sahara, et de regrouper dans une sorte de représentation politique ces grandes tribus et leurs représentants. Et bien évidemment, comme l'a dit Idriss Déby à l'époque, qui est le président actuel encore du Tchad, avait dit si le colonel Kadhafi tombe, les risques de conflits entre les Touaregs et les agriculteurs sédentaires, et plus largement entre toute la bande sahélienne, entre les populations du fleuve, donc fleuve Niger, etc., et les populations du nord, du Sahel, vont s'accroître de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des pays tombent, c'est le cas du Burkina Faso où Blaise Compaoré est parti, quand des pays tombent, eh bien, vous avez une contagion de cet islam, plus ou moins représenté par ceux qui font les djihad aujourd'hui, qui sont Boko Haram et AQMI. Et donc, vous avez une percée du djihad qui passe du coup du Mali, donc de la zone sahélo-saharienne, et qui va aujourd'hui jusqu'à la zone sahélo-guinéenne, pardon. Et c'est là que toute la pertinence se fait, et c'est pour ça qu'il faut mettre en relation ça avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc effectivement, un Burkina Faso qui est à proximité du Mali, où il y a, et Burkina où il y a eu le massacre de Ouagadougou, pardon. Donc voilà, les similitudes avec le Mali sont assez proches finalement. Bah, il y a des similitudes dans le sens où, c'est-à-dire que ce sont quasiment les mêmes acteurs. C'est-à-dire que, j'en avais parlé une occasion le mois dernier, des attaques justement de l'hôtel Radisson de Bamako qui sont déroulées le 20 novembre 2015. Et on voit qu'à travers l'attentat de la prise d'otage de l'hôtel Radisson, donc de Bamako, et les attentats qui ont été perpétrés à Ouagadougou, qu'il y a une certaine similitude entre ces phénomènes, et un phénomène qui est certes prévisible, mais que personne ne voit, et qui est inquiétant parce que, voilà ce que je disais, là, il y a une percée du coup du nord du Sahel vers la zone sahélo-guinéenne. Et déjà, au Mali, il y avait déjà un phénomène nouveau que personne n'a mentionné, notamment dans les médias, donc c'est d'où la pertinence du sujet qui viendra à la suite sur la culture dans les médias. Personne n'a parlé de cet événement. Au Mali, un phénomène nouveau dans la mesure où j'ai toujours parlé des grandes oppositions entre le nord et le sud. Déjà, ce qui s'est joué, c'est qu'au Mali, vous avez une opposition donc, entre le nord qui est pastoral et le sud qui est plutôt qui concentre les populations dites noires et les populations sédentaires. Et ce qui s'est passé, c'est que les autorités maliennes, donc qui sont du sud, parce que 80% de la population vit au sud du fleuve Niger et le reste sont composés au nord des Touaregs, des Maures et des Berbères, et bien là, les autorités maliennes, donc qui sont issus de 80% des agriculteurs sédentaires, ont pour ennemis principaux, je l'ai dit déjà, les Touaregs. Et pour eux, les djihadistes aujourd'hui combattent en partie les Touaregs, parce que les Touaregs se sont désolidarisés, ce qui fait que les autorités de Bamako ont compris que les djihadistes étaient de fait un allié contre les Touaregs. Les autorités, ensuite, deuxième point, les autorités politiques du Mali ont refusé de reconnaître leurs responsabilités dans les attentats qui se sont passés à Bamako, parce que je répète qu'à Bamako, ce sont des djihadistes qui ont attaqué, et au lieu de voir que au lieu de dire que qu'elles avaient une responsabilité dans le fait qu'elles ont laissé entrer des djihadistes pour combattre les Touaregs, elles ont préféré dire que cet attentat, cette prise d'otage était le fait des Touaregs, et n'a pas reconnu ses responsabilités. Et du coup, le gouvernement central aujourd'hui perd en légitimité et encourage des milices, toujours ethniques, bien destinées à lutter contre les Touaregs. C'est-à-dire, au lieu de lutter contre ceux qui ont perpétré ces attentats, à savoir les djihadistes qui sont entrés grâce ou à cause des autorités maliennes, ils disent bah non, il va falloir créer d'autres milices, c'est toujours les Touaregs le problème, donc constituons des milices ethniques, donc des gens du sud contre les gens du nord. Le quatrième point, c'est que finalement, il y a toujours ce conflit classique entre un nord et un sud, entre ces Touaregs, qui constitue à peu près 5 à 10% maximum de l'Azawad, qui est la partie nord du Mali. Donc c'est un conflit classique entre les populations du nord et les populations du sud. Malgré tout, ce qui change
aujourd'hui, c'est que la bande sahélienne dont j'ai parlé tout à l'heure, géographiquement là, de sa cohérence, est confrontée à une tentative, si vous voulez, hégémonique de la part d'un islam radical qui a été financé par les monarchies pétrolières du Golfe et qui ont été utilisées en plus par le gouvernement central pour lutter contre les Touaregs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique, et ça on ne le dit jamais, on observe, en tout cas dans le Sahel, on observe un renversement du paradigme nordisme égale islam, parce que vous coupez le Sahel en deux, vous avez les populations du nord et les populations du sud. Le nord était majoritairement composé de croyants musulmans, et le sud était composé majoritairement de chrétiens. Or, maintenant, les ethnies sudistes ont changé leurs croyances et deviennent de plus en plus musulmanes. Ce qui fait que, alors nous avions une distinction très facile à faire entre un nord musulman et un sud chrétien, aujourd'hui la percée qui a été permise par les autorités de Bamako du djihadisme fait que les populations du sud deviennent de plus en plus musulmanes. Alors, mais maintenant, tu vas pouvoir peut-être nous en dire un petit peu plus sur le Burkina Faso précisément, et justement, bah voilà, ce qui s'est passé sur ces attentats de Ouagadougou, maintenant qu'on a compris le contexte qu'il y avait autour de cela. Alors, le contexte est important parce que, si vous voulez, tu as bien fait de le rappeler tout à l'heure, c'est que le Mali et le Burkina Faso sont frontaliers. Étant frontaliers et étant le djihadisme africain étant passé, si vous voulez, du nord du Mali au sud du Mali, il descend maintenant jusqu'au Burkina Faso, parce que le Burkina Faso a une frontière commune avec le Mali à son nord. Et ce qu'on doit retenir, à mon avis, de ces événements, de ces attentats de Ouagadougou, c'est quatre particularités assez fortes qui sont dans la continuité des événements du Mali, mais qui se prolongent par sa situation géographique et politique. Déjà, il faut rappeler que AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique et Daesh, sont engagés déjà dans plusieurs actions, et la multiplication de leurs actions fait que le fait qu'aujourd'hui les médias nous disent attentat à Ouagadougou c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas vrai. Il y en a tous les jours depuis que les djihadistes sont passés du sud du Mali jusqu'au Burkina Faso. Ce qui permet de relativiser finalement la situation de la France au regard de cela. Voilà, et c'est pour ça qu'aussi il a été très taxé, comment il s'appelle, Manuel Valls, pour avoir fait soutien absolu aux populations françaises, etc. Alors que bon, voilà, c'est une réalité de tous les jours, une réalité que nous avons en grande partie causée, nous la France, en attaquant la Libye et en attaquant aussi le Mali. Évidemment, le deuxième point qui est important à soulever, c'est que on ne peut pas cloisonner le terrorisme, c'est quelque chose de mobile, c'est quelque chose qui n'est pas immuable, si vous voulez, c'est quelque chose qui bouge, et ce qui est très difficile à repérer en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup d'étiquettes. Il y a beaucoup de AQMI, Boko Haram. Après, vous allez avoir les soldats de Daesh. Donc, c'est très difficile. Mais en tout cas, ce qui est important à soulever, c'est que le dynamisme, c'est que l'islam radical, le terrorisme islamique en Afrique est avant tout dynamique. C'est pour ça qu'il bouge. Il passe du Mali jusqu'au Burkina Faso, comme le Nigeria a vu son nord pousser, et maintenant, aujourd'hui, il va vers le sud. Ensuite, la question que je me suis posée en entendant ces événements, c'est pourquoi finalement le Burkina Faso est devenu cette cible idéale. Déjà, parce ce pays est un pays enclavé qui a comme frontière commune le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Et si vous voulez, quelques centaines de kilomètres séparent le nord du Nigeria, où opère Boko Haram. Donc c'est quelque chose qui fait que les terroristes se rapprochent de plus en plus. La deuxième chose, c'est que Blaise Compaoré est parti du pouvoir, et depuis son départ pour des raisons de constitutionnalité, le pays est déstabilisé. Et comme ce qui s'est passé en Libye, en renversant un président, eh bien, le pays est entré dans une parenthèse conflictuelle qui sera certainement difficile à refermer parce que, encore une fois, le terrorisme islamique est très dynamique en Afrique en raison des oppositions ethniques. Enfin, l'élément sans doute le plus inquiétant, c'est ce glissement dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que, alors que historiquement, en raison des djihad et des sultanats, pas des sultanats, des califats, il y avait énormément de poussées du djihadisme dans la bande sahélo-saharienne. Il y a aujourd'hui une migration de ce corps vers le sud, et justement dans cette zone sahélo-guinéenne. Enfin, la dernière chose à mentionner, c'est que
le dispositif Barkhane qui a été mis en place par les opérations françaises, par l'armée française, qui consistait à lutter contre les groupes terroristes au Sahel, rend les espaces du nord du Mali et du Niger de plus en plus hostiles aux terroristes, et c'est ce qui facilite largement, facilite la descente géographiquement des djihadistes vers ce pays qu'est le Burkina Faso. Ensuite, le dernier point que j'aimerais soulever, c'est que en raison de tout ça, du fait que ces territoires deviennent hostiles, les chefs de tribus du Nord, qui contrôlent donc les trafics transsahariens, se sont réunis il y a quelques semaines afin d'en revenir, si vous voulez, aux grands axes de partage de des circulations traditionnelles pour ne plus dépendre des options choisies par les djihadistes. C'est-à-dire qu'il y a une j'arrive pas à ce mot. Désolidarisation par rapport aux djihadistes. Alors, ce phénomène a concerné à la fois les Maures, les Arabes et les Touaregs. Et suite à ça, il y a un accord commercial qui a été conclu au terme duquel les marchandises, si vous voulez, que les uns et les autres s'étaient mutuellement volées, seraient rendues ou indemnisées. Et risquant de perdre leur relais traditionnel, les djihadistes ont menacé, mais ils ont compris que la région n'était plus totalement sûre pour eux, et comme il leur fallait trouver une autre zone d'action, voilà pourquoi ils opèrent désormais de plus en plus vers le sud. C'est-à-dire qu'en raison de ces opérations multiples et cette désolidarisation, désolidarisation, j'ai réussi. Voilà pourquoi ils opèrent de plus en plus vers le sud. Alors cela ne veut bien évidemment pas dire que le djihadisme nordiste, je vais y arriver, a disparu. Il cherche sans doute à se reconstruire. Toutefois, je vais y arriver. Les lignes bougent et il faut bien voir la chose suivante, c'est que il ne faut pas rester dans cette pure information médiatique qui nous dit attentat, il faut replacer ça dans une certaine perspective historique. Et oui, évidemment, la réalité est toujours plus difficile que ce que laissent penser les médias avec la simplification qu'ils font pour que l'actualité soit accessible à tout le monde. Oui, non, mais de manière générale, on simplifie quand même dans les médias, Nelson, non ? Certains médias, pas tous. D'accord, bon, très bien. Ah oui, médias, oui, je parlais télévision, mais c'est vrai que il y a évidemment des médias qui permettent d'en savoir plus, et heureusement, finalement, maintenant que ça le permet, dommage évidemment que tous ne s'y mettent pas forcément. Merci professeur Marc. Je vous en prie. Ben voilà, c'était une très, très jolie chronique. Et on va passer maintenant à notre deuxième partie de l'émission, c'est On en parle. Et nous allons bien débattre ensemble. Et voilà, et avant de débattre précisément de notre sujet de ce soir, la réforme de l'orthographe, on va faire un petit point actu, puisque vous le savez, la composition du nouveau gouvernement est tombée, remaniement ministériel donc pour ce jeudi, le dernier a priori du quinquennat Hollande, en tout cas le dernier de grande ampleur, puisque il faut espérer qu'à un peu plus d'un an des élections présidentielles, François Hollande n'ait plus à procéder à un tel remaniement. Alors, premier renseignement évidemment, c'est le maintien de Manuel Valls comme Premier ministre de ce gouvernement, et puis on a également donc quelques modifications. Alors, faut savoir, il y a eu 72 membres des gouvernements de François Hollande depuis 2012. 72 personnes se sont succédé sur les différents portefeuilles. Alors, le premier enseignement intéressant, le deuxième finalement enseignement donc à donner, c'est les trois sorties du précédent gouvernement. Sylvia Pinel, Fleur Pellerin, Maryse Lebranchu ne sont pas reconduites dans leurs fonctions. Fleur Pellerin avait notamment un petit peu agacée par le fait qu'elle ne faisait pas grand-chose au gouvernement. Et puis alors, on va faire maintenant le focus sur les entrées. Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre sous François Hollande, est rentré en tant que ministre des Affaires étrangères. Voilà, on a Jean-Michel Bailey, le radical qui s'était présenté à la précédente élection présidentielle, qui sera désormais ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, donc en lieu et place de Sylvia Pinel qui est partie pour devenir vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Vous le savez, le non-cumul des mandats semble s'appliquer à la plupart des hommes et des femmes politiques dorénavant au plus haut sommet de l'État, si ce n'est pour Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense, qui reste ministre de la Défense. De quoi énerver plus d'une personne. Personnellement, je le dis, moi, ça m'énerve, mais bon, voilà. On aura peut-être l'occasion d'en discuter avec vous, messieurs. Jean-Yves Le Drian, donc, reste ministre de la Défense. Il cumule donc la présidence d'une région avec un portefeuille aussi sensible que celui-ci.
sachant qu'évidemment, qui oserait prétendre que Jean-Yves Le Drian est l'homme de la situation? Personne n'est l'homme de la situation quand même, messieurs, dans une situation pareille où on a la défense entre ses mains finalement. J'ai pas envie de dire que n'importe qui pourrait le faire, mais n'importe quel grand ministre pourrait s'occuper de ce dossier-là. Pourquoi Jean-Yves Le Drian, par exemple, est resté au gouvernement, Marc? Ah ben, je ne Non, sais pas. j'imagine que tu n'as pas la réponse, mais est-ce que tu es d'accord avec ce non-cumul ou est-ce que tu dis, bon, finalement, c'est pas grave? Moi, non, moi, je suis pas pour le cumul. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il y a une ministre justement qui est partie. Oui, Sylvia Pinel. Voilà, Hmm. pour sa région, je crois. Carole Delga précédemment qui préside la région en l'occurrence. Après, il faut tout simplement être pragmatique et se demander si c'est pas finalement mieux payé d'avoir les deux que d'en avoir qu'un. Donc, non, mais faut aussi penser à ça. Bien sûr. Mais évidemment, tu disais tout à l'heure, oui, n'importe qui peut le faire. Oui, n'importe qui peut le faire, je pense, bien évidemment. Vous prenez des étudiants qui sortent d'IEP ou même de filières de master, n'importe qui peut faire le travail d'un ministre. Bon, il faut savoir écrire, hein, justement, d'où le problème de la réforme de l'orthographe. Et il faut savoir écrire, il faut savoir éventuellement parler, faire un peu de diplomatie, connaître certaines langues, mais n'importe qui peut faire le travail d'un ministre dans la mesure où le ministre ne fait rien sinon présenter son pif à chaque pays pour faire de la diplomatie de bas étage, discuter de choses et d'autres. Mais le ministre en tant que tel ne fait rien. Je dis toujours, ceux qui travaillent, ce sont ceux qui sont dans l'ombre. Ceux qu'on voit, ce sont ceux qui n'ont aucun boulot à faire. Alors ils ont du pouvoir, mais ils n'ont pas de boulot. Alors on a allégé le portefeuille de Marisol Touraine, qui désormais donc est chargée des affaires sociales et de la santé, mais c'est Laurence Rossignol qui sera en charge de la famille, de l'enfance et des droits des femmes, puisque certains se plaignaient que le droit des femmes était noyé dans un ensemble de portefeuilles. Désormais, il est mis en avant par le biais d'un ministère de plein droit avec la famille et l'enfance, donc ça a une certaine cohérence. À signaler, puisqu'on va en parler dans quelques instants, que Najat Vallaud-Belkacem reste ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Thierry Mandon reste secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur. On a l'arrivée, par exemple, de Barbara Pompili à la biodiversité en tant que secrétaire d'État auprès de Ségolène Royal. Donc voilà, un portefeuille de la biodiversité. Jean-Vincent Placé, qui, on le sait, voulait rentrer au gouvernement depuis un petit moment, sera lui chargé de la réforme de l'État et de la simplification en lieu et place de Marie-Lise Lebranchu. À noter enfin que Myriam El Khomri, qui avait fait grand bruit en fin d'été dernier sur le travail, reste à son poste de ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Enfin, c'est ce que je montrais tout à l'heure à Nelson pendant la chronique de Marc et qui nous a fait sourire, secrétaire d'État chargé de l'égalité réelle. Voilà, le sujet peut faire sourire, effectivement. Ce sera Erika Barreit, qui j'espère aura la chance d'avoir l'égalité de la reconnaissance, parce que personnellement je la connais pas et j'espère qu'elle sera à égalité avec les autres au sein de son ministère, parce que franchement elle est secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Je sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que c'est en fait un ministère de la lutte contre les discriminations, mais on a voulu faire joli pour distinguer son intitulé en fin de compte. On a voulu faire joli, mais au final ça fait un peu con quand même. Je te le fais pas dire. Dis donc, t'es gentil. Oui, je suis gentil, t'as bien compris. Non mais ça fait peur quand même, parce que quand on commence non, sérieusement, quand on commence à mettre des adjectifs à la con devant des termes évidents, c'est que là où ça commence à sentir le roussi, dans la mesure où si on parle d'égalité réelle, c'était quoi l'égalité homme-femme dont on parlait depuis le début? Pourquoi on n'a pas mis réel aussi devant le truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui fait passer de l'égalité à l'égalitarisme, et c'est ça le vrai danger. C'est-à-dire l'égalité, c'est la même, voilà, être libre et égaux, machin, on a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes aides. Enfin, je parle d'exemples faciles à comprendre, mais des choses, chacun a le droit à la même source d'accès de droits, de prestations, etc. L'égalitarisme, c'est là où on commence à prendre les différences et faire en sorte qu'on va plus céder un par rapport à l'autre, parce que et là ça commence à être dangereux selon moi. Ouais, et puis il y a une chose à signaler, c'est que le fait qu'ils l'aient eux-mêmes nommé égalité réelle, c'est que eux-mêmes savent que l'égalité normale, du coup ils mettent réel, tu vois. Puis ça fait quand même penser à Maurras, quand on met réel devant quelque chose comme ça, je voulais dire, le pays réel c'est Maurras, il y a quand même des choses un peu bizarres pour un gouvernement de gauche, mais bon, libre à eux. Hein. Alors puisqu'on est sur les choses un peu... Alors il faut savoir que la secrétaire d'État en charge de l'égalité réelle sera rattachée directement au Premier ministre et non pas par exemple à la ministre en charge de la famille, de l'enfance et des droits des femmes qui finalement, on distingue l'égalité réelle du droit des femmes, donc ça va être aussi un petit peu, j'imagine qu'elles vont travailler ensemble, mais voilà, il y a quelques questions à se poser. Et j'ajoute que Juliette Méadel sera chargée, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'aide aux victimes
Donc là, on voit bien que c'est tout simplement lié aux attentats, hein, l'aide aux victimes et aux différentes victimes qu'il peut y avoir de différentes natures que ce soit. Je pense notamment à des catastrophes comme celle qu'il y avait eu il y a quelques années sur les côtes les côtes vendéennes et les côtes charentaises suite c'était un cyclone à cette époque-là ou c'était un ouragan plutôt sur les côtes françaises. Voilà, donc pour la composition de ce gouvernement qui est tombé ce soir via un communiqué de l'Élysée qui est apparu sur Twitter. Alors là aussi, on pourrait se questionner un petit peu, est-ce que c'est un bug ou est-ce qu'il est vraiment tombé? Parce que c'était un peu particulier, mais voilà, pour ces informations. On va continuer avec un petit peu l'actualité, puisqu'effectivement, eh bien, ça a fait grand bruit sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les gens se déchaînent. Faut-il modifier l'orthographe française? L'Académie française a souhaité mettre les points sur les i en disant que l'institution, que l'Académie française n'était pas à l'origine de ce texte, qu'il avait été demandé, même si c'est elle qui a ensuite porté une réforme, entre guillemets, qui a été approuvée par le gouvernement. Et donc voilà, il semblerait qu'à la rentrée prochaine, on mette en œuvre cette réforme de l'orthographe qui vise à apprendre différemment dans les écoles, à changer certains mots, par exemple, à leur permettre de s'écrire différemment avec plusieurs orthographes, notamment la suppression de certains accents circonflexes qui ne seront plus obligatoires sur certains mots, notamment sur les lettres I. Voilà, la suppression de l'accent circonflexe sur le I, qui souvent était là parce que les mots qui étaient construits étaient des mots généralement construits avec un S précédemment, et il y avait un circonflexe qui remplaçait le S, donc comme quoi il y avait déjà eu des modifications orthographiques, hein, Marc, des modifications orthographiques qui ont déjà eu lieu sur certains mots, quand on a supprimé le S et qu'on a mis un circonflexe sur le I, par exemple, avant, et tout simplement, ces modifications vont entrer en application. Il y aura la possibilité d'écrire ces mots, donc par exemple, boîte, voilà, sans accent, brûler, connaître, flûte, par exemple. Et puis, on enlève certains tirés, entre 1000 pattes, par exemple. Voilà, 1000 pattes pourra s'écrire d'un seul mot. Bien fondé, statu quo, par choc, par exemple. Et puis, on met un accent, par exemple, sur le mot diesel. Ce sera la possibilité d'écrire diesel avec un accent sur le « et ». Ou alors pizzeria également avec un accent. Ce qui semble franciser finalement certains mots. Et puis, je renouvelle E2LE normalement, et qui s'écrira désormais la possibilité de l'écrire avec un accent également. Je renouvelle, renouvellement, qui pourra s'écrire avec donc un seul L du coup et non plus deux. Enfin, boursouflé avec deux F, chariot avec deux R et combatif avec deux T. Et puis quelques anomalies sont supprimées. Eczéma qui s'écrira désormais avec un X. Oignon qui pourra s'écrire donc sans le I, vous le savez. Nénuphar à la place de PH, on mettra un F. Et quincailler avec un I qui sera indiqué. Oh, bon voilà, il y a une petite modification, j'ai pas bien compris la subtilité moi-même. Et enfin d'autres mots, allô pourra s'écrire sans accent. Voilà. Et puis on aura acupuncture ON, alors qu'avant ça s'écrivait acupuncture UN tout simplement. Et puis cacahuète avec le OU sera possible au lieu du cacahuète précédemment. Voilà, bon, en gros pour quelques mots, mais c'est pour donner un petit peu l'ampleur de cette réforme qui est menée. Alors, peut-être commencer simplement. Pour ou contre Nelson? Ouais, pourquoi pas. Pour ou contre, je t'avoue, c'est pas une question intéressante. Demande de répondre. Demande de répondre, ouais, je te réponds, franchement. Franchement, je m'en fous, quoi. Non, mais je comprends même pas Enfin, si, je comprends d'une certaine manière le tollé qu'il y a eu autour de cette histoire. C'est parce que dès qu'on touche à la langue française, il faut pas, quoi. Enfin, c'est en France, notre belle langue, nos liaisons, cette langue dont on est si fier et dont Olivia adore corriger l'orthographe. Elle va avoir du mal maintenant. Elle va avoir beaucoup de mal, ouais, parce que là, attention, comment on écrit tire-bouchon avec ou sans tiret? Avec, nous dit-elle. Avec? Fantastique, tu es très forte. Formidable. Formidable. Non, par contre, je suis tombé par hasard hier sur Bernard Pivot qui présentait la dictée, je sais pas quoi. Non, il s'est pas suicidé. Au contraire, il expliquait que lui, il trouvait ça normal et qu'en fait, une chose intéressante, c'est que c'était pas une réforme, une rectification qui avait été opérée dans les années 90, en 1990 d'ailleurs, tout simplement. Oui. Et à la demande, ce que tu expliquais, non pas de l'Académie française, mais une demande générale, il ne faisait que répondre. Et par contre, il expliquait que bon, il y avait certains mots quand même qui avaient une certaine portée poétique dans la façon dont ils les écrivaient, et puis
l'exemple de, par exemple, libellule, voilà, une libellule qui a 4 ailes, comme l'insecte, voilà, ou coït, Oh. c'est pas, hein. Ou coït, avec les 2 petits points sur le i, comme 2 petits points qui s'envoient en l'air. Bon, bah, c'est. Joli. Voilà. Et là, il a expliqué 3-4 exemples comme ça, et puis c'est vrai qu'effectivement, il y a une certaine poésie transmise à travers l'orthographe française. Et bon, bah, ça m'étonne personnellement pas que les gens soient un peu. Ils râlent, quoi, mais enfin bon, c'est pas quelque chose de réellement important, surtout que bon, ils pourront toujours continuer d'écrire le français comme ils le veulent. Ça restera toujours un marqueur social, pour se référer à ce qu'on disait la semaine dernière. Et puis voilà, donc pour ou contre, non, moi je m'en fiche, pourquoi pas, après tout. Si ça peut permettre de faire moins de fautes pendant les dictées à l'école, on va dire pourquoi pas. Alors, il y a eu un témoignage sur Marie-Claire, le site de Paye tes marieclaire.fr. sources. Non, mais Les sources de Nicolas. c'est un témoignage comme un autre. Alors, ce ne sont pas mes sources, ce sont celles d'Hugo, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, on Quoi sait ce qu'il regarde depuis. Ouais. Et donc, Hugo qui nous transférait cet article donc, de Marie-Claire. Et une femme qui habite, voilà, Laurence de Cugis, française installée à J'ai entendu Laurence d'Arabie l'espace d'une seconde, je me suis dit quoi? Non, Laurence de Cugis, française installée à San Francisco depuis 2011, a été professeure en histoire-géographie pendant 22 ans. Et voilà, elle dit: j'écris ces lignes sur un clavier américain et je me confronte à l'épreuve des accents en français, mais pour bien d'autres raisons également, etc. Voilà. Donc en gros, elle explique que ça simplifie la vie quand même, et notamment à l'international, puisque on le sait, pour qu'une langue soit développée, il faut qu'elle soit pas trop compliquée à l'international, et ça permet une compétitivité, une sorte de compétitivité du pays au niveau linguistique. Enfin, c'est une enseignante là qui dit ça, donc voilà. Comme énormément de mes collègues de primaire et la plupart des profs blogueurs, j'écris en nouvelle orthographe et je l'enseigne depuis 7 ou 8 ans. Voilà, donc c'est pour montrer que le phénomène n'est pas nouveau et qu'il se développe depuis un moment maintenant. Et d'ailleurs, on le sait, hein, il n'y a pas qu'une seule manière d'enseigner à l'école primaire, là où sont appris les fondamentaux auprès des plus jeunes, mais eh bien plusieurs. Et voilà, là, il se trouve que cette réforme a fait la une de la presse et surtout des réseaux sociaux. Mais du coup, voilà, c'est pour relativiser un petit peu ce qui se passe. Mais alors du coup, est-ce que en simplifiant, on ne complexifie pas, Marc? Oh là là. Est-ce qu'on simplifiera? Oh là là, la rhétorique. Alors, non, on complexifiie pas pour ceux qui vont écrire. Pour ceux qui vont corriger, si. Après, c'est différent. Bon, de toute façon, sur cette, je m'en fiche un peu, hein, comme dit Nelson. C'est vrai que moi, je trouve, enfin, je vais pas faire le vent rabat-joie en disant il y a d'autres trucs plus importants. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ce qui est difficile en orthographe, enfin dans la langue française, c'est à la fois certes l'orthographe, mais aussi la façon d'écrire, la syntaxe et tout. Donc je préfère des gens qui emploient les mots de la réforme mais en écrivant bien, en ayant Oui, on comprend ce qu'ils disent des finalement. belles tournures de phrases, des choses comme ça, que quelqu'un qui va écrire bien des mots, mais des mots qui sont avec des fautes de syntaxe partout, des fautes de grammaire. Bon. Par contre, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je trouve qu'au contraire, au lieu de permettre plusieurs choses comme ça, je trouve ça un petit peu bizarre, d'autant qu'il y a une règle. C'est un peu comme la loi. Il y a des lois, puis après on les change, etc. Moi, je trouve que les lois peuvent changer. Je trouve que c'est normal en fonction du temps et des gens dans lesquels la société, enfin la loi s'exerce. Après, sur la question de l'orthographe même, je trouve pas. Il y a quand même une sorte de continuité. Alors évidemment, on parle pas comme on parlait au XVIe siècle, mais je trouve pas l'intérêt. Je trouve qu'il y a une règle, faut tout simplement la respecter. Et je trouve qu'il aurait été peut-être plus judicieux d'améliorer les cours, de faire plus de cours de français éventuellement sur les tournures de phrases, sur la façon d'écrire, pour empêcher les fautes de syntaxe, la ponctuation, etc., que de modifier des mots. Parce que je trouve qu'une tournure de phrase mauvaise et un tournure de phrase qui est vraiment très, très alambiqué, et au contraire des mots qui sont des fois des fautes justement d'orthographe pour le coup. Je trouve ça moins gênant, si vous voulez. Donc voilà, pour ça, je suis pas pour cette réforme, mais voilà, j'ai D'accord. été convaincant. Non, mais c'est que tu termines ta phrase, voilà. De manière Bon, bah, sèche. c'est très bien. Baptiste, tu souhaitais réagir sur ce sujet? Non, j'ai pas un avis approfondi sur la question. Écoute, s'ils veulent, hein, mais après, tu sais, de toute façon, je pense que
On a beau solder la langue française, il y aura toujours des gens pour la charcuter après, hein. C'est pas très grave. D'accord. Même si on la D'accord. Là, on a beau la simplifier, de toute façon, il y aura toujours des cons pour derrière ensuite mal la traiter aussi. Donc, c'est pas grave, écoute. Si ça permet de rassurer certains en difficulté, autant le faire. Hein. Ok. Donc personne en fait n'est contre cette Si. réforme. Si. Ah si, moi, moi, j'ai dit- non, moi j'adore la langue française, mais j'ai horreur de ça. Hein. Je veux dire, toucher à des trucs comme ça, même si ça peut paraître insignifiant ou genre plus. Ou des trucs qu'on aurait dû faire il y a longtemps, non, quand même, merde quoi. Respectez un peu. Ouais, non, moi je suis d'accord avec lui. Hein. Moi je suis contre aussi. Hein. D'accord. Bon bah finalement vous êtes contre. Bah non, Nelson il a dit qu'il s'en fichait. Il a dit pourquoi pas. Oui, non mais d'accord. Non mais c'est vrai que bon par le biais des quelques exemples que je vous ai montrés, il y a quand même des choses, ça simplifie la vie. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, mais s'il te plaît, il change des Non. mots que personne n'utilise déjà. Ouais, c'est T'as vrai un que- cahier, plus personne n'utilise. Même ce les mot. nénuphars, surtout les nénuphars. Nénuphar, Non, en s'il plus, te plaît, Ce qui est par vraiment, effort. ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'aujourd'hui, imaginons qu'on écrit beaucoup maintenant sur Word ou autre. Enfin, moi, en tout cas, j'utilise beaucoup ça, même pour faire des cours ou autre. Si on a un problème, on a un doute sur un truc, bah, vous allez sur un truc, un correcteur, vous allez sur le Larousse, vous tapez le mot, correcteur orthographique, vous avez le site de l'académie qui vous explique des fois quand il y a des problèmes. Si vous cherchez un synonyme, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, vous allez sur synonymo.fr ou antonimo.fr. Mais il y a tellement d'outils aujourd'hui pour pas se gourer. Et puis quand on connaît pas un mot, on le change. D'autant que les mots que tu as cités, comme disait Baptiste, c'est pas des mots qu'on emploie toujours. Je veux dire, quand tu écris un truc un peu sérieux, tu vas pas mettre tes nénuphars dedans, ou tu vas pas mettre qu'un cahier, ou tu vas pas mettre, je sais pas, c'est quoi que tu as cité d'autre comme truc. Il y en avait plein. Il y en avait plein, mais c'est des mots, je trouve, plus courants. Boursoufler. Boursoufler, oui, voilà. Voilà. Non mais Boursouflure, à la limite, mais. Quand même, coït, on l'utilise souvent. Mais coït, ouais, mais coït, à la limite, on le pratique plus souvent qu'on l'utilise. Non, pas Baptiste. Ah, si vous voulez. lol J'utilise beaucoup Combat- ce mot. Combatif avec 2 T par exemple. C'est dégueulasse. C'est vrai que j'ai pas compris ça. Là c'est sûr qu'on est d'accord. Non, mais Ça, quelqu'un c'est- peut nous expliquer la Alors que... démarche Non je peux pas. Alors qu'oignon sans i, bon. Non, mais Mais pas non, oignon quand même. Pas oignon Enfin, On va pas changer les oignons. Respectez-vous. Ouais, Enfin, en plus on le pratique autant qu'on l'utilise hein, souvent, donc non, je rigole. Et Surtout Marc. alors il y a eu ces fameux dérivés qui ont été mis sur Facebook, hein, être sûr. Ouais, mais Voilà. Tu vois, Mais finalement, Vous n'avez on pas a une tort. di- Pardon, je t'ai coupé. Non mais vas-y. Non, mais je trouve que l'exemple était pas foireux, si tu veux. Sur l'exemple, je suis sûr, machin, ta sœur, elle va bien, etc. Je trouve que l'exemple était pas mauvais dans la mesure où souvent des phrases sont comme ça, certes mal écrites avec l'accent circonflexe, mais déjà, la phrase en tant que telle, même s'il n'y a pas l'accent circonflexe, c'est très moche déjà comme phrase. Donc, autant la. Voilà. déjà, il manque un que. je suis certain, voilà, je suis sûr, bon, ça veut rien dire. Je suis certain Je que suis ta sœur sûr va ta bien. sœur, elle va bien. Voilà, mais ça veut rien dire. Donc, Oui, c'est l'exemple à la con. Non mais c'est vrai que voilà, et effectivement ça montre aussi que actuellement l'écriture permettait quand même de distinguer ce qu'on ne distingue pas forcément à l'oral d'ailleurs. Mais oui, non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a tellement je veux dire, il y a tellement de possibilités d'écrire d'autres mots, de trouver des synonymes quand on a un doute, de changer les tournures de phrases quand on a un doute sur un mot qui va vous embêter ou un adjectif, vous pouvez changer. C'est-à-dire que à chaque fois, souvent, il y a une espèce de blocage. Moi, je l'observe même dans les classes de 3e dans lesquelles j'exerce, moi j'enseigne. Des fois, ils veulent absolument mettre un mot parce qu'ils cherchent d'autres mots, en fait. C'est un manque de lexique dont ils souffrent. C'est pas forcément un problème de vocabulaire. Enfin, si, intrinsèquement, c'est un problème de vocabulaire. Mais c'est un problème de lexique. Ils savent pas changer un mot. C'est-à-dire, tu vas, le dit, DIT, tu vas le trouver 15 000 fois. Le fait, tu vas le trouver 15 000 fois. Tu as des auxiliaires à être à avoir, tu vas les avoir 15 000 fois. Il y a un manque vraiment de vocabulaire. Et ça, je pense que c'est lié au fait qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins. Moi, j'étais pas très bon à l'orthographe, bon, j'étais au collège et au lycée, et le fait que j'ai beaucoup lu par la suite, il y a des automatismes. Je connais pas forcément les règles de Le français. fait que j'ai beaucoup lu. Merci Marc. Pas quoi? Le fait d'avoir beaucoup lu. Ah oui, le fait. Oh là là. Oui, merde. Bon, non, mais c'est pas faux. C'est moche, mais c'est pas faux. T'as tout dit. Le fait que j'ai. Non, c'est pas faux. Franchement, c'est pas faux. Je pense que c'est très moche, on est d'accord, mais c'est pas faux. Donc, c'est pas faux, on est d'accord, Olivia? Voilà, merci. Voilà, donc quelque part, lisez. Donc, non, mais donc je dis juste ceci, c'est que le fait de lire amène certaines facilités, pas forcément à comprendre les règles de français, mais à avoir des automatismes. Moi, des fois, il y a des choses que je ne sais pas expliquer à mes étudiants parce que je me dis, mais pour moi, c'est comme ça, mais je ne saurais pas expliquer. Je ne saurais pas l'expliquer. Donc, j'ai des fois des difficultés. Donc, c'est pour ça, d'où le fait peut-être d'améliorer les cours de français, de les rendre plus pertinents, au lieu d'étudier la littérature des années X ou Y. Au moins essayer d'avoir des cours d'écriture, de façon d'expression écrite, parce on fait rarement, sinon c'est des dictées, et je ne comprends pas le but, vraiment. Eh bien, je vous propose de passer maintenant à notre 3e partie de l'émission, le coup de projecteur.
Troisième partie de l'émission et on donne la parole à Nelson qui va nous présenter ce sujet, la culture à la télévision. Voilà, tout simplement, j'allais dire tout est dans le titre, mais donne-nous un petit peu de problématique là-dedans. Non, je vais essayer un peu de contextualiser l'histoire, le raisonnement qu'il y a derrière cette problématique. C'est vrai que quand on pense à la télévision, on pense pas spécialement à la culture. Déjà, penser et télévision, ça va vraiment ensemble. C'est vrai. Mais faut quand même comprendre une chose, c'est que la télévision, par contre, elle est très intelligente, tu vois, plus que toi, généralement. Mais bon. Oh, elle est belle. Ouais, pas mal, hein. Quelque part, je t'emmerde. T'as le droit. Mais bon, c'est vrai que quand on dit non, il n'y a pas de culture à la télévision, on va te répondre non, mais si, il y a Arte, il y a... On se croit dans un sketch de Gad Elmaleh. Il y a des trucs, voilà, en plus je peux changer les chaînes, etc. T'as un pouvoir sur la télévision et tout. Et puis bon, il y a... Ça, je te dirais, pourquoi pas, évidemment, Arte, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, Arte ne peut pas tout dire non plus. Bon. Et puis surtout, les gens ne vont pas voir Arte, bref. Et puis bon, après, est-ce qu'on peut pas... On peut se poser différentes questions autour de la culture à la télévision, qui sont pour moi plus intéressantes que savoir si on monte de la culture à la télé, parce que au final, on te la monte, mais enfin, moi, elle rentre pas. Je voudrais signaler pendant cette pause humoristique que la nouvelle ministre de la Culture et de la Communication, c'est Audrey Azoulay. Voilà. Super. Je l'ignorais, merci beaucoup. Oui, donc, en parlant de culture, est-ce qu'il n'y aurait pas, je pose la question, une culture télévisuelle propre à ce médium-là? Par exemple, je sais pas, des trucs que nous, ma génération, avons vu quand on était jeunes, qui passaient à la télé, je pense Au Minicum. au Minicum par exemple, oui, non mais ça en fait complètement partie. Enfin, je pense que chaque génération a eu la sienne. Nos parents ont eu les séries de l'époque, enfin, les grands-parents, je sais pas, avec Arabesque, tout ça, ça fait partie d'une culture télévisuelle. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas penser comment dire, à la faire un peu briller? Enfin, c'est peut-être pas une culture académique, mais c'est une culture quand même. Alors tu trouves valoir. qu'elle n'est pas mise en valeur, cette culture? C'est pas ce que je dis, je pose juste la question, parce D'accord. que c'est quand même intéressant Oui. de se poser ce genre de questions. Ça va, les chevilles. Et puis donc bon, là c'est bizarre, hein. Et puis donc bon, donc voilà, la culture à la télévision, oui, non, peut-être. C'est vrai que j'ai pas vraiment la réponse, même si on cite Bourdieu, je vais pas le citer, mais si on s'en réfère à Bourdieu plutôt, je reformule, Voilà. tu feras du montage. Voilà, Si. j'ai oublié. Si on s'en réfère Si on s'en réfère à Bourdieu, effectivement, la télévision n'est pas un lieu de culture et d'opinion. Alors on va faire un petit tour de table puisqu'on est là pour débattre, Marc. Qu'est-ce que ça t'inspire, la culture à la télévision? Alors on a compris que ton point de vue, c'était pas forcément de dire qu'il y avait de la culture à la télévision, mais Non. voilà, si on répond un petit peu au questionnement que pose Nelson. Mais déjà, j'ai un problème sur l'intitulé du sujet. Enfin, non, mais c'est vrai, parce que par télévision, on entend quoi? Ce qui passe, les séries, les films qui peuvent passer dedans ou pas? Ça en fait partie. Ça en fait partie. Alors, du coup, c'est très Mais vaste. C'est ça le Par problème. contre, je parle pas de tout ce qui est télévision en replay, tout ça, hein. Non, moi je te parle par exemple sur programmes de flux. n'importe quel moment de la journée. C'est-à-dire, Ouais. ça peut être de partir de Dallas jusqu'à Arte en passant par le JT. Ouais. Donc moi je trouve ça assez large. Alors évidemment, il peut y avoir des fois des bons documentaires, mais qui ne sont pas dans l'analyse. C'est ça qui me dérange un petit peu. C'est pour ça que moi, l'intitulé c'était justement la culture. J'estime que la culture, c'est deux choses. C'est d'abord avoir de l'information et ensuite faire de cette information une analyse et une compréhension générale. Or, aujourd'hui, j'ai plus l'impression. Non, je suis même certain que, hormis ce qui passe à la télé, les séries ou quoi, je ne m'intéresse pas suffisamment au sujet. Dans ce qu'on peut voir dans les JT, dans les émissions de débat, dans les documentaires, etc., on nous vend de l'information. C'est-à-dire des informations qui sont mises comme ça sur le devant de la table en disant bon, voilà, il s'est passé ci, voilà ce qu'on observe là-bas, mais il n'y a pas de mise en perspective. On fait rarement quelque chose comme ça, et je trouve ça très dommage, même quand on a fait des trucs sur Apocalypse, c'était sur la Seconde Guerre mondiale, Oui. etc. Ça reste de l'histoire, je trouve. Ça reste de l'histoire, mais de bas étage, dans la mesure où c'est juste de l'information. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir un petit peu une logique un peu dialectique, c'est-à-dire de passer d'une information à
à une conclusion générale, à faire de l'analyse si vous voulez. Et je ne retrouve pas ça, je vois que de l'information. moi. J'ai bien vu que Nelson voulait réagir. Oui, Juste, par juste un rapport, juste un oui. petit, pour avoir vu une grande partie des Apocalypse, on est quand même sur du commentaire au service d'une image. C'est l'image avant tout, Apocalypse. Ce sont des images tournées d'époque sur lesquelles on met un commentaire. Un commentaire, oui, mais le commentaire, non, c'est de non, l'information. c'est Bah, pas- justement, Non, c'est je même pire répondrai que aux deux, ça. je répondrai aux deux Nelson. alors. T'as complètement raison parce que toute la com d'Apocalypse, ça a été de dire qu'on prenait des images d'archives qu'on avait colorisées. Oui. Toute la publicité de ce truc-là, ça a été ça. Ça n'importe rien d'autre. Donc on va te montrer des images colorées, comme ça ça fait un peu choc, ça fait moderne, ça avait jamais été fait, mais au final, il n'y a aucun fond, aucun propos, c'est juste on va te montrer des images pour faire vendre, parce que effectivement, des sujets comme la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, c'est partie des trucs qui se vendent très très bien à la télévision. Bah alors, du coup, on est d'accord. Mais qui permettent, si je puis me permettre d'intervenir, qui permettent quand même à une certaine partie quand les enfants ou les jeunes ont vu Je t'arrête tout Attends, de suite. laisse-moi terminer. Non. Ça chauffe. Ont permis quand même ces reportages de faire écho au cours qui est donné dans les classes. Mais il faut pas faire ça avec Apocalypse, faites ça avec des vrais documentaires, des trucs intelligents. Parce que ça, ils te montrent des trucs, c'est du... Hein Ah. Vas-y. Non mais, coupe-moi, vas-y, je te dirai rien. Non, c'est même pas des documentaires, c'est des reportages, on va te montrer des trucs, il y aura pas de fond, comme disait Marc, il y a Je y a suis pas aucune d'accord analyse parce que derrière. j'en ai vu Non, en non, même mais il y en temps- a, j'en il y en a ai vu- beaucoup des très bien. Non, mais j'en ai vu en même temps que pas des documentaires de manière générale, je parle d'Apocalypse précisément. J'en ai vu en révisant des cours à l'époque, justement, qui faisaient écho donc, aux cours que j'avais en même temps sur, je crois que c'était la guerre mondiale. Bah, ça faisait écho, ça permettait de remettre les choses, ça permettait voilà, de mettre en image finalement le cours. Et je me dis, même si ce n'est pas, si c'est pas évident comme ça, que ça permet quand même de mobiliser des parties du cerveau et donc de faire écho et de se rappeler plus facilement des choses. Mais Ça permet de réviser d'une manière différente, même si ce n'est pas le cours, ça permet quand même de le mettre en image et c'est Non, mais important. enfin, dans le fond, je suis d'accord avec toi, mais sur la forme, ça reste un business qu'on a fait avec Apocalypse. Mais il n'y a, Et puis pas- y a- surtout- y a pas de grosse erreur dans un... Il y en a. Il y en a, mais Pour en bien avoir sûr. Non, mais discuté surtout, avec il n'y a des pas historiens. grand-chose concrètement dedans. Bah oui, mais c'est pas non plus fait pour. C'est pas Oui, pour être mais- monté. ouais, avec mais des donc, il n'y a pas de enfants. culture, il y a pas de culture à la Ouais. télévision. Mais moi, je Quand- remarque. attends. Vas-y, Quand ils font 6 épisodes d'Apocalypse, Il y en a eu d'autres, mais il y en avait Non, d'autres mais après quand sur ils en les. font sur un thème, 4 Ah oui, ou 6. oui, c'est 4 ou 6. Voilà, bon, quand ils en font autant sur un thème, on est bien d'accord que l'objectif n'est pas d'être diffusé en classe, que ce n'est pas pour remplacer un cours. Mais on n'a pas Ça dit a ça. une on portée peut pas dire ça. documentaire parce que c'est un document qui est mis en image. Mais voilà. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que. Alors, ça peut faciliter, mais c'est très bizarre de raisonner comme ça. Tu dis ça peut faciliter non pas de servir de cours, mais en tout cas de servir de support visuel au cours. C'est ça. Qui fait écho, non, écho, non, si tu pas, préfères. pas du cours, qui fait écho Qui au fait cours. écho au cours. Il Oui, n'est- bon. il n'est pas dissociable. Enfin, je veux dire, on peut pas le retirer. On peut pas retirer le cours face à Apocalypse, c'est évident. Et j'ai pas dit Mais- ça. J'ai mais dit juste je- que même sur le fond, le fait que ça puisse servir d'écho ou reste, c'est très mauvais. Parce que Apocalypse, et là, voilà, comme disait Nelson, le grand atout d'Apocalypse, c'est d'avoir mis en couleur des images qui dataient de l'époque. De l'époque. Et le problème étant, c'est que une fois encore, là, on est dans cette forme de culture télévisuelle qui consiste à capter l'attention par des images et non pas avec de l'intelligence. L'intelligence serait d'avoir des cours et des documentaires qui nous apprennent des choses sur le contexte de l'époque, sur comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, c'est juste, il s'est passé ça. Mais il n'y a pas de mise en perspective. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y ait un cours sur la Seconde Guerre mondiale et qu'on dise à Hitler, machin. Moi, j'ai enseigné la Seconde Guerre mondiale et je le fais plus parce que le cours est fini, ça y est. Moi, je vois bien le niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune. On sort des grands thèmes, la Seconde Guerre mondiale, point, les totalitarismes, point. Et débrouillez-vous avec ça. C'est-à-dire que les gens ne connaissent même pas qui c'est, même pas l'histoire du personnage. C'est-à-dire qu'on doit parler d'Hitler sans savoir ce qu'il a fait, sans savoir ceci, sans savoir cela. Et Apocalypse fait exactement la même chose. Si tu enlèves les images d'Apocalypse, ça n'a aucune vertu culturelle. On ne peut pas reprocher à Apocalypse de ne pas faire le travail Non, mais- que ne fait pas l'éducation nationale. Pardonne-moi, mais là tu mélanges deux choses. Non, non. Apocalypse est un documentaire. Je dirais même que finalement, Non. Apocalypse est plus un documentaire historique avec un travail d'historien qu'un travail d'éducation nationale. Oui. L'objectif non mais Je parle de la question qui est posée ce qui soir. L'historien qui utilise des outils
pour montrer des choses. Bon bah là, ce qui est fait avec Apocalypse, c'est d'utiliser une matière, de la transformer, mais pour montrer quelque chose. Mais Nicolas, je réponds à la question qui est posée ce soir. Oui, On pose la question de ton savoir propos, je dis s'il qu'il y a n'est de la pas cohérent. culture à la télévision. Et je te réponds avec ces termes. J'ai pas dit que la télévision doit faire le travail d'éducation nationale. J'ai pas dit ça du tout. Je dis juste que même si tu disais que ça peut servir d'écho, je dis non, même pas, parce que même à ce niveau-là, il n'y a pas suffisamment de culture et suffisamment d'intelligence dans ces choses-là pour permettre pour permettre d'accéder au grade de culture. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que, je t'ai dit, si tu enlèves les images, qu'est-ce que tu retiens d'Apocalypse? Que dalle. Moi, Apocalypse, j'en ai encore des souvenirs comme ça parce que je dis, oh, il y avait des images colorées, c'était machin, c'était bien, etc. Mais dans le fond, il n'y avait rien. Je pense qu'on a un problème sémantique avec le mot culture, parce que pour toi, la culture, c'est quelque chose dont on doit se souvenir impérativement. Non, c'est quelque chose je dis, c'est deux choses. Ouais. C'est le fait d'avoir des informations, ce qu'on appelle bêtement la culture générale, de l'information, et de mettre ça et d'en sortir une analyse. Dire que moi, de l'information pure, c'est ce que fait la télévision, ça ne m'intéresse pas. Dire qu'il s'est passé ceci là, ceci, moi ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est avoir de l'autre côté du manche, c'est avoir un esprit analytique, c'est-à-dire analyser ce qui se passe avec nos informations. C'est-à-dire Mais que ça sinon, existe. On a ça dans la télévision. pas à la télé, non, Quand pas à la on télé. écoute des débats entre spécialistes, Alors, j'entends. franchement, pour les débats, Ah oui, là, d'accord, c'est dans l'air si tu veux. Sur certains sujets, parce que quand ils sont sur politicienne, c'est de la merde. Alors à la fois, tu as la tendance à englober l'ensemble de tes informations en disant il n'y a pas de culture à la télévision, Bien sûr. et finalement tu nous sors un exemple hyper précis qui n'apporte pas... Voilà. Bah, c'est pour ça que c'est un épiphénomène. Donc ça, Mais non, pour ça que non, mais tu sais non, que je suis pas il y d'accord a, avec toi. il y a des centaines de chaînes à la télévision qui font des analyses à longueur de journée et qui montrent des choses et qui analysent des documentaires historiques sur des chaînes spécialisées qui analysent. Non, Je voudrais apporter c'est pas quand vrai. même une Nelson. petite. C'est pas vrai. Non, mais Je je vais suis d'accord. modérer rapidement ton propos. Non, mais vis-à-vis j'ai de pas la besoin qu'on me modère, culture. moi. Non, mais je vais le modérer quand même, tu permets. Dans C'est dans l'air, les débats qui sont proposés sont pas des débats constructifs, c'est des débats d'opposition. J'ai déjà expliqué ça une fois. Voilà, on développe pas. Hein. Généralement, Oh, je suis quand même. on met 2-3 mecs qui, on sait qu'ils vont s'engueuler, et puis on regarde ce que c'est. Oh non. Ça arrive. Quand c'est sujet de politique politicienne, à la limite, je suis d'accord avec toi. Quand Non, ils mais font une venir des grande gens part de de ça. Libération et l'autre du Figaro, tu te doutes que ça va chier. Je me doute. Mais- Attends, je finis. Ah oui. J'entends ce que tu dis, tu vois, je me doute que ça arrive de temps en temps que les mecs développent des choses. Mais l'émission est faite de telle façon à ce qu'on invite deux personnes, on estime que ça va pas coller, du coup ils vont s'engueuler, du coup ça va faire du divertissement. C'est que ça. C'est le but premier de ce genre d'émission. On fait pas un débat pour regarder des mecs penser comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on interdit tous les philosophes intéressants à la télévision et que les nouveaux philosophes sont Modérés. ravés. Mais il n'y a plus de philosophes. De toute façon, il n'y a plus de philosophes aujourd'hui. Non, Enfin, je ceux qu'on pense voit, que il y en a, la chaîne mais qui se disent la philosophes, chaîne. c'est des mecs qui passent juste très, très bien à la télévision. On en avait parlé avec le bouquin de Finkielkraut. Le Figaro n'est même pas philosophe. C'est un Non. agrégé de lettres. En plus, il se permet au titre de philosophe, mais il n'est Oui, non, mais voilà, Mais- c'est les nouveaux philosophes de cette vague là qui passaient juste très très bien à la télévision, mais ils développent rien. Et je vais juste finir, ça va pas être long. Les vrais philosophes, les mecs qui développent des propos à la télévision ont été interdits parce que quand on leur filait le micro, ils parlaient pendant 4 heures pour expliquer des trucs que personne ne comprenait parce qu'on a estimé que les gens qui regardaient la télévision n'étaient pas suffisamment intelligents pour comprendre. C'est juste pour Moi, ça. je pense que oui, peut-être pas. Il y a peut-être du vrai dans le fait que tu dises qu'ils n'arrivent pas à comprendre, mais surtout parce que Non, on a estimé. ça marche. J'ai l'impression. C'est même pas l'impression, c'est que ça marche comme ça. La télévision est faite d'une manière où il faut absolument avoir de l'audimat. Alors forcément, comme les gens, des fois, ils rentrent du taf, ils sont un peu crevés, ils n'ont pas forcément envie de parler d'un truc, de se prendre la tête sur des trucs. Il y a des trucs intelligents. Il y a des trucs qui peuvent être intelligents, mais c'est périodique. C'est totalement. Qu'est-ce que tu fais Parler là un peu. Laisse-moi parler. Termine ta phrase, Marc, et effectivement, Baptiste te répondra. Vas-y. Il est chaud là. Alors, on les laisse parler. Ouais, non, mais je le laisse parler. Bon, bah, il, d'accord. veut la parole. Je le Mais laisse parler. il te provoque. Mais il me provoque pas. Peut-être qu'il sera d'accord avec moi. J'en sais Bon, rien, Baptiste, mais je le laisse parler. plutôt Nelson, Nicolas, Baptiste. Plutôt Nelson, Je suis Nicolas, plutôt de Marc. mon avis, c'est vrai. Non, mais non, sur le dernier point, je suis d'accord avec Marc, effectivement. Mais je vais citer un mec qui a dit ça à la télé, Alexandre Astier, qui avait dit ça dans une interview à la télé, qui avait dit qu'effectivement, on met beaucoup moins. Enfin, le truc, c'est qu'on a estimé en fait que les mecs qui avaient des trucs intéressants à dire, c'était chiant. Que la culture, c'était chiant en fait. Que soi-disant, la culture, c'est prise de tête. Donc, quand des mecs ont des trucs intéressants à dire, ben voilà, ça intéresse personne. Ce qui fait qu'effectivement, maintenant, on se retrouve avec généralement plus de
des émissions soi-disant culturelles, c'est plus du sensationnalisme. On essaie un peu plus de jouer le côté divertissement du truc. En fait, c'est ça, ouais, comme disait Marc, hein, de toute façon. Là, je suis d'accord avec toi, Marc, souris un peu. Mais je souris, Mais, mais je me suis effectivement, mangé un stylo en non, pleine mais gueule. c'est pour l'audimat, effectivement. Voilà, tu vas faire une émission, tu vas pas prendre un philosophe, un mec bien claqué dans son domaine. Le mec, c'est un encyclopédie sur le sujet. Non, tu vas prendre un mec qui Une en encyclopédie. connaît une encyclopédie. Moi, je refais mon orthographe aussi, je m'en fous. Et non, voilà, tu vas plutôt prendre un gars qui connaît vite fait le sujet, mais voilà, qui arrive à en parler de façon intéressante et qui pourra ensuite attirer les gens au final. C'est. Mais par contre, effectivement, je comprends ce que veut dire Marc en disant que oui, c'est pas juste de l'information, on te donne pas une information, on te la digère un petit peu aussi, on essaie de t'analyser, d'interpréter ça pour les gens au final. C'est sûrement plus intéressant que juste, voilà, on vous dit, bon, bah, il s'est passé ça. Point. Marc, Après, il c'est s'est bien fait de savoir. sécher. Non, mais voilà, les Pourquoi tenants, les aboutissants, effectivement, des informations qui sont distribuées. Après, c'est vrai que c'est plus important. Après, la culture à la télévision, tu sais, qu'est-ce que tu veux, on est en 2016, c'est pas comme si ça existait encore. Même les chaînes soi-disant dédiées à la Tu culture. rigoles, mais le médium le plus suivi, ça reste la télévision. Oui, non, mais si tu veux. Ah non, mais c'est pas si je veux, c'est sûr. Et la chaîne la plus regardée, c'est TF1. TF1. Ouais. Il n'y a pas de la merde hein, sur TF1. Par contre, tu demandes aux gens ce qui regardent le plus la télévision, ils te mettent Arte. Arte. Ça, c'est du mensonge. Ouais, Non, mais attends, évidemment. est-ce que. Non, mais encore il y a une eu- fois, est-ce que tu crois vraiment les sondages? Non, non, c'est un sondage qui a été fait par l'Institut de sondage, là j'ai oublié le nom, Médiamétrie. Oui, médiamétrie, c'est ce qui permet de calculer les C'est audiences. ça, ouais. Ouais, on avait demandé aux gens ce qu'ils regardaient le plus. Je crois Arte c'était 2e ou 3e position. C'est Et ce qu'ils les regardaient la même année, ce qu'ils avaient regardé pour de vrai, c'était TF1, M6, France 3. Oui, non, mais Canal+, pour de vrai. Brady. De toute façon, voilà, TF1 voilà. a d'accord toujours que- été devant les Parce autres. que quoi. personne n'a jamais regardé Arte. Donc c'est de toute Joséphine. façon. Non, mais au-delà de ça, tu te rends bien compte que de toute façon, même aujourd'hui. Mais on a un exemple dans cette C'est salle, quoi hein, Marc qui nous parle qu'il n'y a pas de culture à la télévision et qui regarde Camping Paradis sur TF1. Voilà. Bah, bien sûr. Mais Bon, oui, voilà. bah, mais déjà, d'une, je vais pas en Parce qu'il faut distinguer culture à la télévision et divertissement à la Oui, mais ça, télévision. c'est- oui, mais- Parce que la télévision est un média qui permet évidemment d'avoir plusieurs choses. Et je terminerai là-dessus, quand on a un journal télévisé, ça fait bien partie de l'unité de programme qui s'appelle information et pas culture. Oui, donc là, il n'y a pas de culture, c'est tout. Bah, il y en a, puisqu'il y a des unités de programme culture qui Le diffusent du qu'est-ce que tu me théâtre. racontes Oui, bah oui, mais voilà. bah, faut voir Mais les voilà pièces le aussi, problème, c'est que c'est tellement un mot valise, le terme de culture. Voilà, on est Ouais, d'accord. on est d'accord. Moi, j'ai donné ma définition de la culture. Bah oui, Je tu l'as l'ai donné. Je l'ai donné. Et je dis que selon moi, selon ce critère-là, il n'y a pas de culture à la Eh bien, télévision. selon moi, selon ton critère, il y en a. Eh bien, c'est dommage pour toi. Et tu l'as dit toi-même, il y en a, mais sauf que tu dis, et je vais peut-être retransformer ton propos, il n'y en a pas suffisamment Oui. et pas sur les chaînes qui sont les plus regardées finalement au regard C'est de ce qu'on vient vrai, de dire. c'est aussi vrai, mais je sais pas si le format juste de la télévision, les programmes, le fait qu'il soit limité, permettent d'aller jusqu'au bout des choses. C'est bien pour ça que quand je veux m'intéresser à un sujet, je regarde plus facilement des conférences qui sont filmées qui sont retransmises sur YouTube, où il y a beaucoup de choses, c'est très riche, qu'une émission où finalement sur une émission de débat, on va te poser une question, tu as 1 minute 30 pour répondre et toc, c'est fini, alors que tu aurais pu faire un débat pendant 3-4 heures là-dessus. Merci Marc, ça fait 1 minute 30. Voilà, bah, tu vois, je Non, respecte. moi. Ça fait en revanche presque 1 heure maintenant que nous sommes ensemble. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Là, vous pouvez interagir avec nous, poser vos questions, nous proposer d'autres sujets ou réagir à ceux que nous avons évoqués cette semaine et les semaines passées. Et n'oubliez pas également le site internet de la radio, radio-rec.fr, où vous pouvez voter pour les Rec Awards. Le groupe que vous préférez pourra se produire parmi les finalistes le 7 avril prochain, donc à la Maison de l'étudiant à l'université. Merci également à vous messieurs d'avoir été avec nous. Merci Nelson, merci Marc, merci Jeanne. merci Baptiste, merci Jeanne. Merci. Anne, Nous Merci. n'avons pas vu Jeanne ce soir, mais bon. Et puis, je terminerai en faisant un petit clin d'œil à notre partenaire, puisque nous étions la semaine dernière, notre partenaire, le Cappuccino, le restaurant de pizza de Gournay. N'hésitez pas Et de voilà, à pâtes. vous y rendre, ils sont très bons. Oui, de pâtes. Baptiste est un grand féru de pâtes. Voilà, son La porte-monnaie peine. surtout. Merci Le beaucoup penny. d'avoir été avec nous. Et Au très son. bonne semaine, à bientôt.